Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés par VK. Alors on va parler de ZAN dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec évidemment surtout les réformes annoncées par le président de la République, extension des domaines du référendum d'initiative présidentielle, l'article 11, abaissement des seuils pour le référendum d'initiative partagée, inscription de l'IVG dans la Constitution et un volet de décentralisation pour lequel il y a beaucoup de documents de travail qui circulent de ci, de là, mais pour lesquels les annonces présidentielles en revanche ont été limitées le temps de la construction ensuite, notamment avec le Sénat, mais on va vers une plus grande différenciation entre régions comme ça va être un peu proposé en 2018. Attendons de voir en pratique cependant ce que ça donnera. Un arrêt intéressant est à noter en matière de formation. Voici ici les références. Et puis, le Conseil d'État nous a dit que quand on a, vous savez que pour certains litiges, on a parfois l'obligation de faire une médiation préalable obligatoire. La médiation peut être facultative, mais là, elle est obligatoire pour certains domaines en matière de fonction publique et de litiges sociaux. Oui, mais si une administration dit, moi, je mets fin à cette phase de médiation parce que ça marche pas. Est-ce que c'est en soi un acte attaquable? Non. Du coup, si quelqu'un attaque, le juge, bon enfant pour le coup, requalifiera ça en recours en fait contre le recours au fond principal. Les contentieux sur les sections législatives de 2022 sont clos et le Conseil constitutionnel en a tiré une petite synthèse avec surtout des propositions intéressantes. Voici ici les références. Alors la littérature, figurez-vous, peut être un outil juridique puissant anti-éolienne. Alors à la limite on se le savait déjà un petit peu à l'époque de Cervantes, mais ça rejoint également Marcel Proust. Pourquoi ? Des éoliennes sont prévues vers Combray. Combray, Marcel Proust. Oui, mais du coup, cet héritage culturel est à prendre en compte dans le volet paysager. Alors en réalité, il est à prendre en compte parce qu'il y a un volet paysager à la présence culturelle et touristique de Proust en l'espèce, avec des parcours pédestres, le classement du site, etc. N'allez pas juste dire qu'on peut pas faire une éolienne parce qu'un livre a été écrit sur place il y a 500 ans. Mais c'est un paramètre intéressant. Le théâtre Poitiers a censuré 2 projets de méga-bassines parce que ça ne respectait pas assez strictement les schémas d'aménagement ou directeur d'aménagement de gestion des eaux, sagesse d'âge. En matière de cours d'eau, il y avait un régime de simple déclaration simplifiée pour certains travaux et opérations de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Ça a été censuré par le Conseil d'État. Un nouveau décret rétablit cette rubrique, mais en tenant compte de ce qu'a dit le Conseil d'État. Un nouveau contentieux est annoncé. Ce décret est pourtant très en deçà de ce qui avait été prévu. À suivre. En matière de déchets, le Conseil d'État a rendu une décision intéressante et peu formaliste. Je m'explique. Ça fait pas mal d'années qu'on est censé voter un taux, et non plus un produit, en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si une année, on oublie de voter le taux, c'est pas grave si c'était en réalité le même taux que l'année précédente, d'une part, et que les documents budgétaires traduisent bien que c'est de ce dont il s'agissait, d'autre part, nous dit le Conseil d'État. Ouf. Et puis, un décret intéressant pour la fusion des REP en matière d'emballage. Voici ici les références. Il était très attendu, c'était le décret, à la suite d'une ordonnance, sur les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Voici ici les références. Et puis, une petite histoire intéressante. J'ai une société en matière de sécurité, qui promeut un certain type de montage contractuel en commande publique. Bien. Et il multiplie des rendez-vous ou des démarchages. À trop multiplier ces démarchages, plus de 10 fois sur une période de 12 mois que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est assez libre d'apprécier, ils deviennent à ce stade-là des lobbyistes, des représentants d'intérêt et doivent passer par toute la moulinette régie par la HATVP en la matière. Le JOUE est réformé, on est à une publication acte par acte et non plus jour par jour. Voici ici un mode d'emploi. Et puis pour les titres, CNI, passeport en ligne, on passe d'une durée de validité des pré-demandes de 6 à 12 mois avec évolution des pièces justificatives en ligne en cours de procédure. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, et c'est un grand dossier, ZAN, petits ajustements juridiques, grand réaménagement pratique. Le constat, on le connaît, les aires urbaines sont aujourd'hui 22% du pays, c'était 7% en 36. On a une augmentation forte de cet arc
artificialisation, 28 400 hectares par an, surtout pour des logements, y compris quelques jardins, ce qui relativise légèrement. Ceci dit, cette progression de l'artificialisation va moins vite, il y a une décélération. Alors, il y a énormément de documents dans les années 2018, 2019, 2020 qui ont été très bien faits et qui sont encore utiles aujourd'hui en termes de levier ou en termes d'éléments d'analyse. Je vous ai mis ici quelques éléments. Et dans un premier temps, il y a eu des recommandations en 2019. Il y avait déjà une loi en 2010, mais qui n'allait pas très loin. Mais voici ici quand même quelques éléments. Des instructions gouvernementales, notamment en 2019, qui sont encore parfois brandies aujourd'hui. Un décret en 2019 sur la dotation nationale pour les continuités écologiques. Une prise en compte dans les SCOT avec une importante ordonnance en 2020. Prise en compte pour l'aménagement commercial, là aussi à peu près à la même époque. Ça a été relancé par la Convention citoyenne pour le climat, avec quelques éléments ici. Je vous mets plein d'éléments, n'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai voulu vous donner beaucoup d'informations, plus que ce que je veux dire à l'oral. Et puis déjà à l'époque, vous le savez tous très bien, quand on avait, dès les années 2016, 17, 18, quand on avait trop d'extension de l'urbanisation, les préfets bloquaient PLU ou SCOT. On pouvait attaquer, il mobilisait aussi les grands outils de la loi Elan, GOU, RT, PAT, mais enfin bon, surtout il bloquait des SCOT, parfois des PLU, PLUI hors SCOT, quand ça semblait trop peu vertueux en ce domaine. On pouvait attaquer les refus préfectoraux, mais ça prenait un temps fou. Et puis voilà, les choses commencent vraiment à changer avec quoi? Avec la loi climat résilience du 22 août 2021. Et un grand principe, l'artificialisation des sols doit être réduite de 50% dans les 10 prochaines années. Artificialisation stoppé en 2050 et transposition de ce principe dans tous les documents de planification avec des délais que voici ici à l'écran et qui ont changé ensuite, on va y revenir. Suspension de toute ouverture à l'urbanisation au sein d'un SCOT qui ne serait pas zanisé, on dit parfois aussi climatisé à cause de la loi climat résilience. Idem pour les PLU, une définition de l'artificialisation des sols qui s'affiche ici à l'écran, et on est bien sur une artificialisation nette entre ce qu'on va artificialiser, mais des cas où on peut aussi faire des renaturations, important pour des raisons aussi de température, d'aménagement de l'espace, de réutilisation d'anciennes friches, enfin, etc. Et une vision assez large de ce qui est l'imperméabilisation. L'article 194 prévoyait un calendrier donc dans les documents d'urbanisme. Encore une fois, on va en reparler puisque ça a changé. Prise en compte dans les CDAC pour l'aménagement commercial avec un article qui pose un principe général de toute nouvelle autorisation d'exploitation commerciale sur un projet qui entraînerait une artificialisation des sols. Il y a quelques souplesses autour et on va voir que là aussi ça a changé, mais quand même avec des dérogations en dessous de 10 000 mètres carrés que voici, et un rapport tous les 3 ans à faire pour le maire ou président de l'EPCI s'il y a un PLUI. L'article 194 de la loi fixant donc bien un système d'équilibre entre l'artificialisation nette et avec une définition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les PADD ne pouvaient ouvrir à l'urbanisation que si on avait déjà utilisé les espaces urbanisés, et les orientations d'aménagement et de programmation continuaient à s'enrichir. Je vous mets ici de nouveau quelques détails avec des possibilités, l'obligation, de prévoir dans certains secteurs du PLU une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. Et puis, après cette loi climat-résilience, 3 décrets étaient annoncés. Il y en a un qui n'est toujours pas adopté, mais c'est en cours, c'est sur le rapport local, c'est moins urgent. Les 2 qui ont été adoptés, c'est sur c'est quoi l'artificialisation, définition et la nomenclature de l'artificialisation des sols, et l'intégration dans les SRADET ou équivalents. Ces décrets, les voici, ces 2 décrets, voici, puis celui-ci, avec une circulaire ensuite, et puis toute une série de guides et autres. Ce calendrier qu'on nous a évoqué tout à l'heure a été légèrement assoupli une première fois par la loi 3DS. Voici ici quelques détails qui apparaissent à l'écran, et quelques ajustements pour l'exploitation commerciale notamment. Voici ici les textes à l'écran conduisant une nouvelle circulaire. Et puis, le Sénat, les acteurs de terrain
on trouvait quand même que tout ceci allait très vite en dépit des souplesses de calendrier très limitées données par la loi 3DS. Le Sénat s'empare du sujet, le gouvernement finit par se mettre d'accord avec le Sénat pour aboutir à un certain nombre de souplesses nouvelles, et ce fut la loi du 20 juillet 2023. Cette loi comporte 9 grandes nouveautés que là aussi je vais passer en revue très vite. Assouplissement nouveau sur un certain nombre de délais. Création à l'échelle régionale d'instances de gouvernance dédiées à la lutte contre l'artificialisation des sols et qui peuvent être aussi départementales dans certains cas. Exclusion, sortie du ZAN pour certains grands projets nationaux ou d'envergure européenne. Commission régionale de conciliation en cas de désaccord entre l'État et les collectivités territoriales. Existence d'une surface minimale d'1 hectare mutualisable à l'échelle intercommunale, où là on va sortir du ZAN. Pour les communes littorales, non prise en compte des surfaces urbanisées, artificialisées, qui en réalité seront sous l'eau dans 10 ans ou ont vocation à être renaturées en tout cas, plus largement. Et puis la collectivité titulaire du droit de préemption urbain peut l'utiliser pour lutter contre l'artificialisation des sols. Et la collectivité peut opposer un sursis à statuer quand il s'agit de servir la lutte contre l'artificialisation des sols. Et puis un volet également sur le fiscal, comment utiliser le fiscal pour lutter contre la consommation des sols, mais aussi comment auditer ce qui, en fiscalité, peut favoriser l'artificialisation des sols. On attend des décrets d'application sur tout ceci. Des guides de nouveau sortent, voici celui par exemple d'Intercommunalité de France, ou sur un point précis mais très important, celui de l'ANIL sur la surélévation. Sauf que ça continue à râler sur le terrain, et un président de région va même jusqu'à dire qu'il sort sa région du dispositif ZAN. Nous verrons tout à l'heure avec M. Strebler ce qu'il faut en conclure juridiquement. Et puis, la dernière actualité, c'est qu'il y a quelques jours à peine, le Conseil d'État a statué sur les 2 recours faits par l'Association des maires de France contre les 2 décrets de 2022 qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a évoqués tout à l'heure. Sur un des 2 décrets, celui sur la prise en compte, notamment dans la SRADET, rejet de la position du recours de l'AMF, et sur l'autre, l'AMF a gagné seulement sur un tout petit point. Dans les critères définissant ce qui est une artificialisation, il y a un point sur lequel le décret renvoie un arrêté qui lui-même renvoie à une norme technique. Ça s'appelle une incompétence négative, c'est ne pas utiliser sa compétence quand on a l'obligation de le faire. Voici ici en bleu sur fond gris le point de principe à ce propos. Et juste en dessous, voilà. Non, ça marche pas. Voilà. Donc la censure, donc l'AMF a gagné, mais sur un tout petit point, sur un seul de ces 2 recours. Le gouvernement va devoir revoir sa copie, donc, sauf que de toute manière, des décrets étaient déjà en cours post-loi de l'été 2023. Sur tout ceci, quelques questions à Monsieur Strebler. Merci d'être avec nous. Bonjour. Première question, que se passe-t-il pour les SCOT et les PLU si une région n'intègre pas le ZAN ? Le SRADET a jusqu'au 22 novembre 2024 pour intégrer des objectifs de réduction de la consommation foncière et notamment les moduler sur les différentes parties du territoire régional. La loi climat avait imaginé que peut-être une région n'arriverait pas, ou éventuellement ne voudrait pas, climatiser son SRADET et a prévu les conséquences de l'absence d'intégration d'objectifs de réduction de la consommation foncière dans les SRADET. Ces conséquences sont que les objectifs nationaux vont s'imposer directement aux SCOT ou aux PLU, aux cartes communales en l'absence de SCOT, c'est-à-dire que les SCOT et les PLU, en l'absence de SCOT, vont devoir engager une procédure pour intégrer directement l'objectif national moins 50%, sans mutualisation des projets d'envergure régionale, sans mutualisation des projets d'envergure nationale. Donc, c'est moins 50% pour tout le monde pour la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021. Et ceci, donc, à mettre en route de manière à ce que les SCOT soient effectivement eux-mêmes climatisés pour le mois de février 2027 et les PLU pour le mois de février 2028. Et avec quel impact sur la légalité du SRADET ? Bien évidemment, un SRADET qui ne respecte pas la loi, qui ne comporte pas ce que la loi exige qu'il comporte, est un document
illégal, il ne respecte pas la loi. On est d'accord que la censure opérée par le Conseil d'État reste de peu d'impact, surtout à court terme. Par contre, qu'elle traduit un petit relatif flou du texte censuré, ou plus précisément une incompétence négative. L'Association des maires de France avait engagé 2 recours tendant à l'annulation de 2 décrets pris par le gouvernement pour l'application de la loi climat sur les domaines de la réduction de la consommation foncière. Décret du 29 avril 2022. Premier décret concernait le contenu du SRADET et en particulier le fait que les objectifs de réduction de la consommation foncière, la trajectoire, les objectifs décennaux avaient vocation à être déclinés dans des règles. Or, cela dérangeait les élus locaux dans la mesure où il y a une obligation de compatibilité pour les SCOT avec les règles et que vis-à-vis des objectifs, les SCOT n'ont qu'une obligation de prise en compte. Donc théoriquement, une obligation juridique moindre de prise en compte que de compatibilité. Or, le Conseil d'État refuse de considérer que ce décret est illégal dans la mesure où c'est la logique même, l'architecture même d'un SRADET tel que défini dans le Code général des collectivités que de comporter des objectifs qui ont vocation à être déclinés dans des règles. Objectifs qui doivent être pris en compte par les SCOT et règles avec lesquelles les SCOT doivent être compatibles. Donc, aucune illégalité du décret du 29 avril sur ce point et donc validation de ce décret. Deuxième décret critiqué par l'Association des maires de France concerne la nomenclature de l'artificialisation des sols. Or, cette nomenclature n'aura de toute façon vocation à s'appliquer qu'à partir de 2031, donc il n'y a pas d'urgence particulière, si ce n'est de calibrer les bases de données pour assurer le suivi d'ores et déjà de l'artificialisation des sols sur la période 2021-2031. Eh bien, le Conseil d'État, cette fois, a annulé un alinéa, un paragraphe d'un article réglementaire issu de ce décret du 29 avril 2022 sur la nomenclature de l'artificialisation des sols, en tant que le décret renvoyait à un arrêté ministériel pour définir le pas de mesure, donc les surfaces mesurées pour prendre en compte les différents éléments de la nomenclature. Or, la loi climat avait clairement exprimé que ce pas de mesure de l'artificialisation des sols devait être fixé par décret. Donc, le décret ne pouvait pas se défausser sur un arrêté ministériel. Donc, le Conseil d'État censure cette absence de définition du pas de mesure dans le décret et le gouvernement a d'ores et déjà soumis à consultation publique un nouveau projet de décret sur la nomenclature des sols qu'il a redéfini et qui devrait donc être publié dans les jours ou dans les toutes prochaines semaines. Et sur le terrain, tout s'apprécie au cas par cas, mais quelles sont les solutions usuelles pour réussir à faire quand même du ZAN sans que ça soit un enfer? Comment est-ce qu'on va faire concrètement pour limiter la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, tout en veillant à ce que nos villes et nos villages ne se transforment pas en enfer de béton et d'asphalte sans la moindre végétation, juste parce qu'il faut construire toujours plus sans s'étendre vers l'extérieur. Alors, quelles sont les modalités selon lesquelles on va pouvoir envisager de réduire cette consommation d'espace, de réduire l'artificialisation des sols? C'est par exemple de rechercher dans le tissu bâti, s'il n'existe pas, des dents creuses, des terrains finalement disponibles à la construction, dont actuellement les propriétaires ne cherchent pas à valoriser sous forme de construction le potentiel que présentent ces terrains. Eh bien, un jour ou l'autre, peut-être que les propriétaires vont changer d'avis ou qu'on va changer de propriétaire et que les nouveaux propriétaires pourraient se dire, bah, finalement, c'est des terrains sur lesquels on peut imaginer de construire et de remplir ce creux dans la vie. Bon. Autre solution, bah, utiliser une partie des terrains déjà bâtis et finalement sous-utilisés. Une personne a acquis un grand terrain, a construit sa maison dans un coin, et au bout de quelques années se dit que peut-être son grand jardin lui occasionne beaucoup de tracas, d'entretien nécessaire. Il pourrait se dire, bah, finalement, est-ce que je
Je ne pourrais pas découper mon terrain d'origine en deux terrains. Je garde ma maison avec un terrain un peu plus petit et je permets que l'arrière ou le côté de mon terrain soit utilisé par un autre projet de construction, gardant lui aussi un peu d'espace autour, etc. Bon. Autre possibilité, c'est de travailler sur le bâti lui-même, par exemple en voyant dans quelle mesure des constructions existantes peuvent être étendues soit latéralement, soit verticalement. On rajoute un niveau supplémentaire, on étend la construction au sol. C'est une autre manière de rentabiliser l'espace déjà bâti pour répondre à des besoins supplémentaires de construction. On peut aussi réhabiliter des bâtiments et en particulier des bâtiments qui ne sont plus occupés. Il y a dans les villes, dans les villages, un certain nombre de logements qui ne sont pas occupés, en particulier lorsqu'ils ne sont plus aux normes d'habitabilité, les propriétaires n'ont pas envie d'engager des travaux, n'ont pas le temps de s'en occuper. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas assister ces propriétaires pour qu'ils engagent des travaux de réhabilitation permettant à des logements vacants d'être remis sur le marché après leur remise aux normes. Et c'est autant de logements, autant de surfaces bâties qu'on n'a pas besoin de réaliser en neuf puisqu'elles existent déjà, mais elles ne sont pas aujourd'hui adaptées. Ensuite, on peut également intervenir sur le tissu bâti existant, par exemple par la reconquête de friches ou de locaux inoccupés, alors non pas en les réhabilitant parce qu'ils sont trop vieux, trop abîmés, mais tout simplement en les nettoyant, les démolissant et en reconstituant sur ces surfaces qui sont déjà artificialisées, qui ont déjà été prises à la nature ou à l'agriculture, en remettant des opérations urbaines nouvelles, tout en maintenant évidemment un quota d'espace vert dans ces opérations, etc. Bon. Donc reconquête de friches, reconquête d'espaces sous-utilisés, c'est la combinaison de toutes ces solutions potentielles qui va permettre effectivement de s'inscrire dans une logique de réduction de la consommation foncière, de réduction de l'artificialisation des sols. Il n'y a pas une solution miracle, mais une combinaison de petites solutions pour lesquelles il faut avoir l'intelligence de chercher à les mobiliser plutôt que de dire comment est-ce que finalement je vais pouvoir m'abstraire de l'obligation légale de réduire la consommation foncière. Donc, il faudrait que la contrainte légale stimule l'intelligence plutôt que la recherche de moyens pour ne pas appliquer finalement ces objectifs de réduction de consommation foncière. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour de nouvelles émissions des 10 minutes juridiques. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.